Bonjour Monsieur Bonnefoy, on est ravis de vous. Bonjour, donc je suis Bonjour. professeur donc, de la classe qui a été prise dans le concours. C'est très bien comme ça. Et donc on vous remercie de partager avec nous ce moment. On aurait préféré bien sûr, comme tout le monde, que ce soit en direct. Oui, absolument. Si on vous a choisi, c'est parce que vous avez vraiment fait l'unanimité dans toute la classe Ah, avec quel bonheur. ouais. Merci Et beaucoup. on a vraiment beaucoup apprécié et aussi le moment que vous aviez eu avec nous en visioconférence à l'époque. C'était D'accord. vraiment un très bon moment. Ça avait rajouté au plaisir de la lecture d'Héritage. Ah, merveilleux. Ben, merci beaucoup de me le dire. C'est vrai qu'on a rarement des retours, donc ça fait plaisir. Voilà. Et je vais laisser la parole aux élèves qui vous ont préparé, mais pas tant que ça. C'était surtout un échange avec vous. Oui, C'était super. plus important pour vous de partager un moment presque en direct Oui, que d'avoir préparé quelque chose. Voilà. bien sûr, bien Donc, c'est sur sûr. la spontanéité. C'est parfois les meilleures rencontres, celles qui ont justement une porosité naturelle et spontanée, plutôt que celles qui ont quelque chose de mathématique et de clinique dans lequel tout le Non, monde est en alors il train n'y a de… rien de mathématique et de clinique. On a lu votre roman. Voilà, je vais laisser la parole aux élèves. J'ai un petit peu faire le médiateur, mais pas trop. Je vais Bien essayer sûr. de disparaître comme professeur et de rester juste lectrice comme eux tous. Magnifique, magnifique. Bah, merci beaucoup, bravo. Je vous en prie. Qui vous commencez du coup? Ok, du coup, je vais vous. Alors, déjà, j'aime bien votre appartement. Ah, merci beaucoup, c'est adorable. C'est adorable. Ça, c'est un Mapplethorpe. Vous voyez le photographe Mapplethorpe, le grand photographe américain. Ça, c'est absolument sublime, c'est ça. Mais je dois quitter cet appart dans un mois. Et c'est pas vraiment un appart, c'est une petite maison en fait. C'est une maisonnette jaune là derrière. Vous voyez, il y a un jardin. Oh, excellent, trop bien. Ouais, c'est un jardin. En effet, c'est une petite maisonnette toute peinte en jaune avec cette couleur. On dirait genre la maison de Van Gogh. Et c'est au cœur de Belleville, au centre de Paris, c'est du 19e. Donc c'est vraiment genre un plan que genre personne n'a ce plan quoi. Et c'est qu'un plan. C'est cool. Voilà, ça appartient à des écrivains anarchistes qui vivent à Ramatuelle, voilà, si vous voulez tout savoir. Du coup, je vais vous poser une première question et puis après, je laisserai la parole à mes camarades. Bien sûr. Dans votre roman, pourquoi vous avez choisi cette famille-là spécialement? Eh bien, c'est une belle question. Je me suis inspiré, bien sûr, de mon histoire familiale, de ma mythologie familiale, c'est-à-dire j'ai toujours entendu parler de ces arrière-arrière-grands-parents qui un jour étaient partis du Jura, qui avaient quitté la France parce qu'ils étaient taverniers et se sont retrouvés au Chili par un malentendu de l'histoire, par une mésaventure des hasards, et ils ont fait souche, ont planté leurs racines, sont restés là et ont eu des générations qui ont suivi les uns après les autres, qui se sont à chaque fois engagés dans les différentes guerres mondiales, jusqu'au moment où la dictature du Chili est arrivée et que mon père, alors qu'il était chilien, santiaguino et qu'il n'avait rien à voir avec la France, a décidé en effet, après la dictature, de prendre ses bagages et d'arriver en France pour s'installer ici. Et c'est là où il a rencontré ma mère et donc je suis né à Paris. Donc tu peux imaginer que 30 ans plus tard, après toutes ces histoires complètement dingues, je me suis dit que ce serait beau de pouvoir raconter et ça, pour montrer aussi que quelque part, les Français avaient été des migrants autrefois, qui eux aussi avaient été à la place de ceux qui aujourd'hui sont en train de galérer, en train de prendre des navires de fortune pour trouver une vie meilleure. Pourquoi ne pas alors raconter justement que les Français se sont retrouvés dans cette situation aussi au cours de l'histoire et que les affaires de migration et d'exil sont fluctuantes et qu'en fonction des siècles, à l'aune des différentes guerres et des différentes colonies, elles sont retrouvées, tu vois, dans des dispositions différentes. Mais si je me mettais à raconter cette histoire en disant mon grand-père, ma grand-mère, mon père, les bonnes foi, etc., eh bien, d'une part, ça m'aurait obligé à être fidèle et loyal à cette histoire familiale, ce que je ne voulais pas, parce que j'avais envie de me permettre des libertés pour modifier, pour rajouter des personnages, pour en éliminer d'autres, et donc faire véritablement roman, en posant des dosages, en imaginant des scènes que j'avais envie de raconter, tout ça. Donc je me suis énormément amusé à inventer, bien que j'ai été accoudé à une histoire réelle et familiale. Et c'était dans ce jeu, dans cette lutte, dans ce combat silencieux entre la réalité et la fiction que j'ai voulu placer le livre. Comme énormément d'écrivains, hein, mon Cannes n'a rien d'extraordinaire. C'est l'immense majorité des écrivains prennent l'argile de la réalité pour en faire leur propre sculpture, tu vois. Donc, en effet, ça a été tout simplement le bois
de cette réalité familiale que j'ai finalement fini par complètement modifier. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre? Yes. Salomé. Bah, viens. C'est complexe. Bonjour. Bonjour Salomé, ça va? Oui, ça va et vous? Ça va bien. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous faites lire à un proche ce que vous écrivez avant de publier? Ah ouais, belle question, bravo. Eh bien, en effet, ouais, tu touches à un thème intéressant. À chaque livre, il y a eu des personnes différentes. C'est drôle comment au cours de la vie, en fait, à force de voyager, à force de faire des rencontres, à force de s'asseoir à différentes tables, tu finis en effet par avoir des coups de foudre d'amitié. Non. Les coups de foudre ne sont pas seulement amoureux, sinon il y a aussi des coups de foudre d'amitié. Et de temps en temps, en effet, tu peux tout à coup avoir une sorte de connexion étonnante avec quelqu'un que tu n'avais pas eu avant. Et du coup, cette personne devient une sorte de nouveau lecteur. Et là, récemment, d'ailleurs, il y a un an, j'ai eu un coup de foudre d'amitié, figure-toi, comme ça, avec un nouvel ami. Et je sais qu'il sera sans doute le premier lecteur du prochain livre, alors que je ne le connaissais pas pour héritage, typiquement. Et donc, il y a bien sûr mon père qui écrit des livres. Donc, fatalement, je lui envoie le manuscrit. Mais mon père écrit directement en espagnol et il a un lien avec la langue espagnole qui est beaucoup plus fort que moi. Donc, lorsque je lui envoie un texte qui est directement en français, il peut ne pas avoir tout à fait toutes les nuances, tous les camailleux et toutes les précisions de la langue, toutes les exactitudes de la langue française qui font alors qu'il va plutôt me donner des conseils au niveau du fond, au niveau de l'histoire, au niveau du développement des personnages, au niveau de la caractérisation des personnalités de personnages, et pas tellement au niveau de la forme. Parallèlement à ça, bien sûr, moi je vis avec une femme, mais moi je vis avec une Danoise. Donc, lorsque je me mets à lui donner mon texte, eh bien, elle peut également me donner des points de vue au niveau du déroulé de l'histoire, au niveau de la force romanesque, au niveau de la chute ou au niveau des dialogues de personnages, mais aussitôt, par rapport à la langue, elle sera un peu égarée parce que c'est presque sa troisième langue, le français. Donc, elle ne la parle pas aussi parfaitement, en fait. Et puis, il y a ma mère, bien sûr, mais ma mère, c'est autre chose, parce qu'elle a une sorte d'amour absolu envers moi. Tu sais, elle est convaincue qu'elle n'a pas mis au monde un enfant, elle a mis au monde un ange, au point qu'elle dit qu'il y avait des plumes partout dans la salle d'accouchement. Tu sais qu'il a fallu… Et une fenêtre était ouverte au loin. Tu vois. Et en effet, lorsque je lui envoie les textes, eh bien, aussitôt, elle va aller acheter une robe et me dit c'est pour le prix Nobel dans un demi-siècle, comme ça, tu vois, convaincue en effet que tout est à venir. Et c'est d'ailleurs elle qui m'avait donné ce moteur aussi de l'écriture, avec cette vieille idée depuis toujours. Elle me disait tôt ou tard, tu seras grand. Alors, tu seras un grand nageur. Tu auras comme ça un dos épais, etc. Et alors que j'avais 12 ans, elle m'a mis dans des cours de natation et j'ai chopé une otite horrible qui a fait qu'encore aujourd'hui, je peux avoir des acouphènes à force d'être sous l'eau, etc. Et du coup, il a fallu me sortir aussitôt des cours de natation. Elle m'a dit, pas de problème, tu seras alors un grand karatéka. Et elle m'a mis du coup dans des cours de karaté, c'est ça. Et j'ai passé 2 ans à faire du karaté et j'ai jamais dépassé la ceinture blanche, c'est ça. Et aujourd'hui, tu me mets dans un combat et je ne sais pas comment me défendre. Donc elle m'a dit, pas de problème. Alors en fait, toi, le truc, c'est l'art, tu seras un grand musicien. Et elle m'a mis au Portugal dans des cours de guitare. Et j'ai fait pendant presque 3 ans de la guitare. Mais aujourd'hui, tu me donnes une guitare et je ne sais pas quoi en faire. C'est ça. Et à force d'avoir des défaites et des échecs comme ça, j'ai fini par écrire un premier texte sur mes défaites et sur mes échecs. Et là, en l'envoyant à ma mère, elle a dit, ah, c'est bon, nous avons trouvé. Tu seras écrivain. Et encore aujourd'hui, alors, elle est convaincue, tu vois, que tôt ou tard, la chose va venir. Enfin, tu vois. Et quand il y a des publications, quand il y a des bons articles, ce genre de choses, elle le prend avec une sorte de naturel en me disant, mais tout à fait, moi je l'avais prédit de toute façon depuis longtemps, tu vois. Donc en effet, ma mère est également une lectrice, mais la première de toutes les lectrices, et qui est sans doute la plus essentielle, la plus fondamentale, c'est l'éditeur, enfin c'est mon éditrice. Et c'est là où tu te rends compte, en effet, qu'on pense souvent que les éditeurs sont comme des imprimeurs, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsque toi, tu as écrit ton texte, il faut qu'il soit absolument parfait, il faut qu'il soit verrouillé, il faut qu'il soit impeccable, qu'il n'y ait pas un seul câble qui dépasse, qu'il n'y ait pas un seul fil qui dépasse, que tu l'aies passé au peigne fin comme ça et que ta chevelure soit parfaite. Et là, seulement alors, tu peux l'envoyer à ton éditeur. Mais un éditeur n'aime pas recevoir un texte qui est déjà verrouillé parce qu'il ne peut pas y mettre la main, parce qu'il ne peut pas travailler dessus,
Parce qu'il ne peut pas y resserrer quelques boulons et travailler les rouages. Il faut donner à un éditeur un texte qui, lui, est déjà imparfait et qui permettra, avec l'éditeur, de faire un travail d'editing, c'est-à-dire de pouvoir justement trouver le bon dosage et le bon alliage du texte. Lorsque j'ai envoyé mon premier manuscrit à la maison d'édition, Le Voyage d'Octavio, je me souviens que j'ai reçu un coup de fil au bout de 4 jours en disant « Écoute, on a lu ton texte, on le trouve très bien, on aimerait signer le contrat, est-ce que tu peux venir demain à 15 heures ?» J'arrive en effet le lendemain à 15 heures, alors que j'avais travaillé le texte pendant 1 an et j'étais convaincu que tout était parfait. Et elle me dit, ah, voici le texte, j'aimerais qu'on retouche 2, 3 petites choses, qu'on améliore, qu'on perfectionne des petites affaires, rien d'étonnant, hein. Je dis, non, non, bien entendu, moi je serais très heureux de pouvoir travailler avec vous, etc. Et elle me rend le texte, il était rouge comme une copie de Bach. Il y avait des croix partout, il y avait des flèches, il y avait des points d'interrogation, il y avait des pages entières qui étaient barrées. Et moi, je tournais les pages du manuscrit en lui disant, mais quelle est la partie exactement du livre que tu as aimé? Parce que là, en fait, ce que je vois, tu vois, c'est que tout est à refaire, quoi. Il m'a dit, non, non, non. Ce sont des petits détails qu'on va travailler. En fait, toi, tu as ramené quelque part un diamant, mais un diamant qui est encore dans sa gangue, qui est encore dans sa pierre, qui est un diamant qui est encore sale. Mon travail est celui de le polir, de le raboter, de lui enlever toutes les imperfections et ensuite le mettre dans un petit écrin et le poser dans une vitrine pour le vendre. Le travail d'un écrivain avec un éditeur est comme 2 personnages qui sont dans une barque. S'il n'y en a qu'un seul qui rame, tu tournes en rond. Si l'autre rame seul, tu tournes en rond aussi. Il faut que les 2 rament ensemble pour que la barque avance. Tu vois. Et donc, je m'étais dit, en effet, c'est très intéressant. Et à ce compte, je m'étais rendu compte à quel point l'éditeur et l'éditrice est en fait le premier lecteur et non pas le dernier. Et qu'il est là, en effet, il connaît tes faiblesses, il connaît tes trébuchements, il connaît aussi tes forces, il connaît tes vitesses. Et c'est ensemble que vous finissez par travailler le texte. Donc, s'il y a parmi vous des personnes qui ont la sensibilité de l'écriture, qui aiment l'écriture, qui ont peut-être des histoires à raconter et ont dans leur cœur un roman à écrire, eh bien, ne vous sentez pas brimé avant d'envoyer le texte aux éditeurs en disant « il faut qu'il soit parfait avant de l'envoyer ». Au contraire, quelque part, j'ai même envie de dire, paradoxalement, il faut qu'il soit imparfait pour pouvoir l'envoyer à l'éditeur. Et l'éditeur ne va pas le rendre parfait. Il va tout simplement souligner les qualités et les dimensions les plus titanesques et les plus belles de votre texte pour finalement le donner au lecteur. Mais le lecteur, lui, trouvera aussi des imperfections et c'est ce qu'il aimera. Et je vous donne ce petit exemple et après je me tais pour ne pas être long et pour ne pas vous ennuyer, mais que je trouve très beau. Et vous connaissez sans doute Cent ans de solitude du grand écrivain Gabriel García Márquez. Et si vous n'avez pas encore lu ce livre, je suis jaloux et envieux de vous de savoir que vous allez le découvrir pour la première fois, comme j'aimerais pouvoir le relire pour la première fois. Et en effet, lorsque Cent ans de solitude est publié, il fait le tour du monde. C'est 1 million d'exemplaires vendus dans le monde entier. À García Márquez, on lui donne pratiquement aussitôt le prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que peut-être jamais dans l'histoire de l'Amérique latine, on avait eu un tel roman qui avait eu une telle ampleur. Avec quel titre en plus, non? 100 ans de solitude. Sublime. Quoi qu'il en soit, au bout de 3 mois, García Márquez raconte qu'il reçoit une lettre de millions de lecteurs qui avaient recensé les 27 erreurs de son livre. Donc des 27 erreurs, mais des erreurs structurelles. Par exemple, page 14, Remedios la Bella, la personnage, elle dit « gracias ». Et ce fut le dernier mot qu'elle dit jusqu'à la fin de sa vie. Or, page 102, elle reparle. Donc, on se dit, bah, c'est une erreur structurelle. C'est pas grave, c'est juste une erreur structurelle. Et il y en a 27 comme ça, dans lesquelles c'est des petites erreurs ici et là, dans lesquelles tu as dit que la baignoire était en fonte, et finalement, quelques pages plus loin, tu dis qu'elle est en cuivre. Et donc, ah oui, petite erreur structurelle. Mais il y avait, dans cette lettre envoyée par des millions de lecteurs, des millions de signatures de pétitions en demandant de ne surtout pas changer ces erreurs, de surtout ne pas les corriger, parce que la beauté du texte était dans son imperfection et que personne n'avait envie de lire un texte parfait, que là où on voyait l'imperfection, on voyait l'homme, on voyait l'humain, on voyait la femme, on voyait l'auteur derrière. Et donc, on se sentait dans une proximité puissante et éternelle avec le texte. De la même manière qu'on tombe amoureux d'un visage, mais non pas de ses perfections, mais de ses imperfections, d'une petite cicatrice dans le coin d'une lèvre, dans un œil plus fermé qu'un autre, dans une asymétrie. C'est ça ce qui nous accroche, c'est ça qui donne les plus grandes histoires d'amour.
personne ne tombe amoureux des photos Instagram. Vous êtes philosophe. Ouais. Vous n'aurez pas voulu faire poète, monsieur? Non, je suis très mauvais poète. Ah, Vraiment, je suis bah, incapable Aujourd'hui, tu me donnes un poème et je ne sais pas juger s'il est bon ou mauvais. Je suis toujours très impressionné comme ça par les poètes qui arrivent à trouver une langue qui est beaucoup plus proche de la musique que des lettres. Non, la poésie est comme beaucoup plus proche de l'art musical, des compositeurs de musique que vraiment des écrivains. Le romancier ne travaille pas avec des mots. Le romancier travaille avec des idées. Le poète, au contraire, travaille avec des allitérations, avec des assonances, avec des aphorismes. Et donc, c'est une langue qui est beaucoup plus proche comme ça d'un instrument de musique. Et moi, je suis très mauvais musicien, encore une fois, je ne sais pas du tout comment faire. Je te dis, j'écris des livres parce que j'ai le malheur de ne pas savoir faire autre chose. Mais j'ai beaucoup plus de défauts que de qualités, crois-moi. Et c'est quoi votre style musical? Ah, bueno, oui, donc en fait, oui, on s'éloigne du livre, magnifique, j'adore. Merci, Clémence. Et mira, comme tout le monde, j'écoute beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de rap dans ma vie. Et j'ai même sorti un CD comme ça à l'époque, alors que j'habitais au Portugal. Et donc, je me suis beaucoup intéressé au rap et sans doute aussi parce qu'il y avait des textes derrière. Donc, en effet, encore aujourd'hui, je peux avoir le malheur comme ça d'écouter pas mal de rap. Mais sinon, ma mère est une grande mélomane et c'est une femme qui s'est occupée pendant très longtemps du système des orchestres au Venezuela. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Gustavo Dudamel ou El Maestro Abreu, et qui sont en effet voilà, le système des orchestres. Donc, j'ai un peu baigné aussi dans la musique classique, paradoxalement. Et sinon, comme tout le monde, c'est ça, j'écoute énormément de jazz, c'est ça, et énormément de blues. Le Dudamel dont vous parlez, c'est celui qui vient de prendre la direction de l'Opéra de Paris? Exactement, exactement. Il était en effet en train de s'occuper de la Philharmonie de Los Angeles juste avant et a vécu très longtemps en Californie. Et là, il a été nommé à la tête de l'Opéra de Paris. Donc, il va faire 6 mois, 6 mois. Il fait 6 mois à Paris, 6 mois à Los Angeles pour s'occuper justement de diriger ça. Et pour mettre tout le monde dans la boucle, en fait, l'idée, c'est tout simplement un système d'orchestre. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on a nationalisé le pétrole au Venezuela, on a mis beaucoup d'argent dans les caisses publiques et on a décidé de les réinvestir dans des programmes musicaux pour sauver les enfants des bidonvilles de la prostitution, de la drogue, de la violence, etc., en leur donnant des violons, des violoncelles et des instruments de musique dans les mains pour leur montrer en effet qu'ils pouvaient canaliser toute cette énergie, toute cette colère et toute cette rage dans la musique et non pas dans la rue. Et ça a duré pendant 40 ans et ça dure encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est magnifique et incroyable comme projet. Et cet homme qui l'a inventé s'appelle El Maestro Abreu. Et c'est lui, justement, dont je m'inspire pour parler du maestro dans le livre Héritage. Donc, c'est typiquement ça. Mais lui n'est pas arrivé au Chili, il est arrivé au Venezuela, d'une vieille famille italienne. Et il a fondé ce système des orchestres. Et moi, j'ai vu des choses qui vous feraient rougir. Je me souviens avoir été invité à la Scala de Milano pour aller, en effet, voir la bohème de Puccini, qui était dirigée par Gustavo Dudamel et par le chœur de l'orchestre Simon Bolívar des enfants, qui avaient 12 ans. Et je me souviens en effet que dans les 2 premiers mouvements, c'est Gustavo Dudamel qui jouait, qui dirigeait, et il y avait au fond le garçon qui s'occupait des drums. C'était un petit comme ça. Pardon? Le timbalier. Exactement, pardon, le timbalier. C'était une sorte de tout petit garçon qui avait 12 ans et qui s'appelait Volcan. Volcan, c'est pas magnifique. Et tout à coup, en effet, pendant les 2 mouvements, etc., il fait 2 mouvements et à l'entracte, Gustavo Dudamel se tourne vers la salle et dit « Et maintenant, c'est Volcan qui va diriger. » Volcan se lève, il vient à la première place, il lui donne la baguette. Gustavo Dudamel se met tout derrière, comme un autre de l'orchestre, et laisse alors Volcan, 12 ans, diriger le 3e mouvement de la bohème de Puccini. Et là alors, tout à coup, ils étaient en train de presque révolutionner l'histoire de la musique classique, dans laquelle on montrait à quel point, dans ce système d'orchestre, il n'y avait pas un système qui était pyramidal, vertical, féodal, sinon au contraire quelque chose d'horizontal, dans lequel n'importe qui pourrait diriger et le chef d'orchestre pouvait lui se trouver derrière.
Et ça a été l'idée un peu d'une sorte de révolution dans le monde de la musique classique. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup fasciné. Et voilà, si vous voulez vraiment pour finir l'anecdote, et vous n'allez pas me croire naturellement, mais j'ai des preuves à l'appui, vraiment. Et il se trouve que lorsque Ratzinger, le pape Benoît XVI, a fêté ses 80 ans, il a décidé de faire un concert dans la salle de concert du Vatican et il a demandé à que ce soit Gustavo Dudamel qui dirige. Gustavo Dudamel, comme c'était un très bon ami de ma mère, nous a fait inviter. Et du coup, il se trouve que moi, j'ai participé à l'anniversaire du pape Benoît XVI, donc avant François Ier, dans la grande salle où il y avait Sophia Loren, comme ça, et énormément de personnalités publiques du monde romain et italien. Et Gustavo Dudamel a choisi comme ouverture pour le concert du pape Benoît XVI de jouer la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, qui est la symphonie en effet de la conquête de l'Amérique, tu vois. Et quelque part, en fait, 5 siècles après la conquête de l'Amérique, après le massacre des indigènes, tu avais en effet un chef d'orchestre vénézuélien qui, au cœur du Vatican, était en train de jouer la symphonie du Nouveau Monde, une sorte de réponse aux 5 siècles d'esclavage, c'est ça, et massacre. Donc moi, j'avais trouvé ça très, très beau, en effet, comme scène, tu vois, et depuis ce jour, j'avais tiré mon chapeau devant Gustavo Dudamel. Pardon d'avoir été un peu long, hein, c'est là-dessus. C'est super fascinant. C'est fascinant. Quelqu'un d'autre? Vous voulez rebondir sur ce qu'il vient de dire? Quelqu'un d'autre? Les jumelles, vous aviez une question? D'accord, mais tu peux, viens. Voilà. J'ai des jumelles, je me trompe encore. Magnifique, magnifique, il n'y a rien de plus beau. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Merveilleusement, merci beaucoup. Du coup, j'ai une question pour les personnages de votre livre. Est-ce que vos personnages sont-ils inspirés par des personnes de votre entourage? Tout à fait. Eh bien, certains oui et d'autres non. Encore une fois, il y a par exemple Lazare, en effet, il est inspiré de mon arrière-grand-père Émile Bonnefoy, et Thérèse, Delphine, Hilarioda, tous ces personnages ont réellement existé. Et puis, à côté, eh bien, il y a des personnages comme Héctor Bracamonte ou comme Aucán, comme ça, qui, au contraire, sont nés du terreau de l'imagination. Et l'idée était, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, et je pense que ce sera le signe aussi de notre rencontre, c'est une affaire de dosage, c'est une affaire d'alliage. Tout dans un livre est une affaire de dosage. Moi, je ne suis pas plus intelligent, plus talentueux que vous. Je n'ai pas vécu plus de choses que vous. Je n'ai pas plus de force, plus d'enthousiasme ou plus d'encouragement dans mon cœur pour écrire un livre que vous. C'est juste, en effet, que j'ai pris le temps de doser le texte. Et ça semble con, mais c'est vraiment une affaire technique et stratégique. Le travail, alors peut-être d'autres écrivains te diront quelque chose de différent, mais moi, en effet, je ne sais pas écrire une bonne phrase juste dès la première ligne. Aujourd'hui, tu me donnes un stylo, tu me donnes un papier, et ma phrase sera maladroite, sera gauche, elle n'aura pas le rythme. C'est sans cesse revenir à cette phrase en la retravaillant, en la pliant, en la faisant fléchir, etc., que tu finis par trouver le bon équilibre dans cette phrase, le bon dosage. Ensuite, par rapport au paragraphe, même spectacle. Une belle phrase ici peut donner un déséquilibre à ton paragraphe. Et paradoxalement, si tu enlèves la belle phrase, ça finit par donner un bel équilibre dans ce paragraphe parce qu'il a besoin de ça, tu vois. C'est un peu comme lorsque tu es en train de construire un meuble. Tu as en effet des poutres premières, tu as comme ça des premières charpentes, tu as des éléments qui sont essentiels, mais de temps en temps, il te faut des béquilles, il te faut des petites équerres. Et ça, ce sont des petites phrases sans intérêt ou de petits personnages sans intérêt qui finissent par créer comme ça justement ce système d'équilibre. Et donc, en fait, on avance dans le texte, dans l'écriture, comme un funambule sur un fil. C'est toujours en équilibre, en s'assurant de ne pas tomber d'un endroit, d'un côté ou de l'autre. Donc, à ce compte, si tu mets par exemple dans ton livre que des personnages qui sont forts, parce que tu as tout à fait dans ton cœur envie
de parler de tel oncle, de telle tante, et de ton père, de ta mère, et ensuite de tes enfants, etc. Il y a tant de personnages importants dans ta vie que tu as envie de tous les mettre dans le texte. Alors, ça fait que des personnages forts et ton texte est déséquilibré. Il te faut alors des personnages qui sont puissants, robustes, importants, que tu as tirés en effet de ta main droite. Et tout à coup, à gauche, tu peux avoir des personnages comme ça qui finissent par être moins importants, qui naissent de ton imagination, pas seulement parce que tu as envie de les raconter, mais aussi parce qu'il faut qu'ils créent un contrepoids avec les autres personnages forts. Tu vois. Et donc, tu as ton système de béquilles. De la même manière que lorsque tu offres à quelqu'un un bouquet de fleurs, s'il n'y a que des roses, ce n'est pas un beau bouquet de fleurs. Il faut qu'il y ait des ronces, il faut qu'il y ait des ramages, il faut qu'il y ait des herbes folles comme ça autour, ou des feuillages pour que tout à coup la rose apparaisse au milieu et soit parfaite. Eh bien, pareil pour les livres. Il y a des personnages que moi j'avais envie d'intégrer, mais que finalement j'ai mis de côté en me disant il va faire de l'ombre à cet autre personnage et donc je vais perdre les deux personnages. Au contraire, avoir ce système d'équilibre, toujours, tu vois. Donc c'est surtout ça ce qui a été compliqué. Et encore aujourd'hui, que là, vous me prenez, il est 13h30, tu vois, donc juste avant, ce matin, j'étais en train d'écrire, et après notre belle rencontre, je vais continuer à écrire. Eh bien, croyez-moi, je me prends surtout la tête par rapport à ça. Pas tellement par rapport à quelle va être l'histoire, comment va être le déroulé, toutes ces choses, sinon surtout comment je vais doser ma phrase à un niveau micro, à un niveau macro, mon paragraphe, à un niveau encore plus grand, mon chapitre, et ensuite, après, le roman en général. Mais c'est toujours une affaire, tu vois, de jeu d'équilibre. Par rapport au personnage, c'est ça ce qui s'est passé. Et puis après, et je finirai là-dessus, et puis naturellement, encore une fois, de la même manière que lorsque toi tu vis, et lorsque vous vivez, vous devez avoir autour de 18 ans, 19 ans, 20 ans, non? Moins 16. 16, d'accord, 16 ans. Eh bien voilà, c'est un très bel âge dans lequel tu es sans cesse en train de te construire et dans lequel tout ce qui t'arrive, tout ce que tu entends, tout ce que tu lis, toutes les séries que tu vois, toutes les musiques que tu écoutes, l'insistance discrète et magnifique des professeurs que tu rencontres, ce que vous entendez à table dans votre famille ou ce que vos amis peuvent vous raconter, ce qui vous arrive aussi dans les belles choses et dans les mauvaises, tout ceci compose et façonne, construisent la personne que vous serez demain. On est ce qu'on voit, on est ce qu'on lit, on est ce qu'on boit, on est ce qu'on mange, on est les personnes qu'on fréquente, on est les gens qu'on aime, on est les gens qu'on déteste. En fait, on est tout ce qui nous entoure. On est le noyau et en fait, la pulpe qui nous entoure est ce qui réellement nous compose, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a du temps libre, ce qu'on décide de faire avec ce temps libre est aussi la personne qu'on va être demain. Et lorsque tu seras dans un dîner et que quelqu'un dira quelque chose et toi, tu décides de rebondir sur ce que la personne a dit, en fait, tu te rends compte que tu es en train de rebondir selon ce que tu as fait de ton temps libre, selon ce que tu as lu. Si tu te mets dans ton cœur que de la merde, tu finis par dire de la merde. Si au contraire, tu mets dans ton cœur que des belles choses, eh bien, fatalement, lorsque tu parleras, tu prendras la parole, tu diras des belles choses. Parce qu'en fait, tu es ce que tu as reçu. Eh bien, même spectacle pour les personnages. Dans un livre, ton personnage, quand il naît, il est blanc. C'est un personnage de papier. Si tout à coup, tu ne mets pas de scène et tu ne fais de ton personnage qu'un personnage éthéré et céleste, eh bien, tout à coup, il n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de personnalité, il n'est pas caractérisé. Il faut qu'il y ait des scènes et qu'il lui arrive des choses à ce personnage pour pouvoir composer et façonner son architecture mentale et qui ensuite pourra justifier quelles sont les actions qu'il fait au cours du livre. Il faut des scènes dans un livre pour pouvoir composer ton personnage de la même manière qu'il faut qu'il t'arrive des choses dans ta vie pour pouvoir composer la personne que tu seras demain. Donc, il y a en effet des ponts, des passerelles entre la réalité, entre la personne qu'on est et les personnages qu'on écrit. Ça donne envie d'écrire. Vous avez combien de temps à nous consacrer? Bueno, mira, voilà, on est ensemble pendant 1 heure et quart, non? Personne n'est suffisamment fascinant pour... On ne va pas vous déranger, c'est tout.
Ah non, 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 imagine-toi. Non, 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 ça ne me dérange pas du coup. J'ai qu'un apéritif à 18h30. Donc, mais de toute façon, les gens fatiguent au bout de 45 minutes, 1 heure de conversation avec quelqu'un parce que personne n'est autant fascinant pour pouvoir tenir en haleine des gens pendant plus d'1 heure. Donc, au bout d'un moment, en effet, c'est toujours beau de savoir se quitter en plein moment d'euphorie plutôt que dans les instants où ça commence à s'effriter. D'accord. Quelqu'un a une question? Alors, vas-y, Lily. Vas-y, vas-y. Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup d'anecdotes, mais du coup, est-ce que vous avez beaucoup voyagé et est-ce que ça a pu vous inspirer pour vos textes? Ouais, super question. Alors, moi, je suis fils de diplomate. Donc, mon père, donc, comme vous le savez dans le livre, est donc un réfugié politique de la dictature de Pinochet. Lui, il est arrivé en effet dans les années 70 en Europe et il a rencontré ma mère lors d'un match de football au bois de Vincennes. Et elle était une diplomate vénézuélienne, donc elle est attachée culturelle de l'ambassade du Venezuela à Paris. Donc, en gros, son travail, c'est simplement de ramener des artistes vénézuéliens en France pour pouvoir montrer la culture, les traditions et les grandeurs de l'art vénézuélien à l'étranger. Quoi qu'il en soit, comme tout fils de diplomate, moi j'ai énormément bougé, puisque tous les 3 ans à peu près, ma mère était mutée dans un pays différent, dans une langue différente, et nous, il fallait qu'on suive. Donc toute ma jeunesse et toute mon enfance, j'ai eu cette espèce de peur, entre guillemets, du moment où ma mère revient du boulot et dit « Bon, faites vos valises, on part à tel endroit. » Tu vois. Tu dis, mais moi, j'ai pris le temps de faire des amis. Je suis amoureux d'une jeune fille comme ça dans mon école. J'ai envie de voir comment ça va se développer. Et je sais pas, moi, j'ai beaucoup joué au foot dans ma vie. J'ai mon club de foot dans lequel je suis en train de petit à petit monter en grade, tu vois, pour pouvoir prendre une place importante sur le terrain. Et en effet, il fallait changer à chaque fois. Bien sûr, d'un côté, tu y vois une cruauté, tu y vois un déchirement, tu y vois un exil. Et d'un autre côté, eh bien, il y a eu une forme de richesse comme ça qui s'est petit à petit installée parce que, à force de voir différentes cultures, différentes langues, à force de te rendre compte comment vivent les gens, comment respirent les gens, comment se regardent les gens, quels sont les réflexes et quelles sont les réactions des différentes nationalités, eh bien, fatalement, ça finit par te composer. Le plus grand butin de guerre, c'est de te rendre compte qu'il faut toujours être tolérant. Et tu deviens bien sûr allergique au racisme et à la xénophobie. Et peut-être ça a inspiré les textes. Je pense en effet que ça a surtout inspiré le besoin d'écrire, dans le sens où pendant longtemps, je n'ai pas eu de territoire propre, je n'ai pas eu de pays propre, je n'ai pas eu de langue propre. J'étais tout simplement une sorte d'électron libre qu'on amenait de frontière en frontière, de capitale en capitale, et qu'on disait à chaque fois, adapte-toi, fais des amis, retombe amoureux, joue au foot de nouveau avec telle équipe dans des codes complètement différents et dans une disposition différente aussi. Enfin, et donc peut-être en effet les livres, l'écriture ont été mon parlement, ont été mon territoire, ont été ma géographie et m'ont permis alors de constituer moi-même un ensemble où je me sentais à l'aise, où je me sentais tranquille et où il n'y avait pas de voyage. Le voyage était intérieur, mais il n'était pas quelque part cruel. Alors attendez, j'ouvre la porte pour la petite chatte. Quoi qu'il en soit, sans doute, ces différents voyages ont permis de nourrir les textes, mais d'une façon un peu inconsciente. Et aussi, en voulant me rattacher à des choses que je connaissais bien, eh bien de revenir au livre comme une sorte de pays où tu te sens à l'aise, puisque j'étais à chaque fois dans des pays différents, dans des langues différentes, etc. Est-ce que ça a aidé ou pas? Allez savoir. Il y a plein d'autres écrivains qui n'ont jamais bougé de leur village et qui pourtant ont ressenti la même nécessité et le même désir ardent d'écriture. Donc, comme quoi, le fait de voyager n'est pas du tout une garantie de l'écriture. Moi, ça s'est passé de cette façon. Allez savoir. Mais ce que je trouve fascinant, c'est se rendre compte comment la vocation artistique, qu'elle soit en effet au niveau de l'écriture, qu'elle soit dans la musique, qu'elle soit dans la peinture, qu'elle soit dans quoi que ce soit, peut arriver à tout moment, n'importe où, dans n'importe quelle famille. Et c'est comme si tout à coup, il y avait véritablement un appel. La vocation vient du verbe vocare,
qui a donné, bien sûr, en latin vocal. Enfin, ça, c'est l'idée de l'appel. Et la vocation, en fait, c'est une sorte d'appel. C'est l'appel à la base monastique, dans lequel on était appelé par Dieu pour rentrer dans les ordres et devenir moine, ou entrer dans un couvent. Et puis, petit à petit, ça s'est ramifié à la chose artistique, ou même à un niveau sportif, où tout à coup, tu as l'impression d'avoir été appelé pour quelque chose, et tu décides aussi de répondre à cet appel, de faire écho à cet appel, et donc de vouer ta vie, de dévouer toutes les minutes de ta vie pour pouvoir asseoir cette vocation. Eh bien, lorsque tu regardes l'histoire, on parlait de Gabriel García Márquez, qui est né au fin fond d'un tout petit village de Aracataca. Il n'y avait pas un livre et pas un crucifix chez lui. Il n'y avait que des bananeraies. C'est un village de terre comme ça, avec 3 petites maisons en terre battue, dans lesquelles un fleuve passait par là, où il y avait des rochers si gros et blancs qu'ils ressemblaient à des œufs préhistoriques. Et c'est ce petit garçon qui vient d'une famille de 8 enfants, au milieu, qui ne ressemble à rien. Le petit Gabriel, personne ne s'en occupe réellement, qui tout à coup naît dans son cœur une vocation d'écriture. Allez savoir pourquoi lui, pourquoi pas tous ses autres frères, pourquoi pas quelqu'un d'autre dans le village. C'est lui, en effet, qui décide en effet, d'écrire et du coup gagne le prix Nobel de littérature. Même spectacle pour Albert Camus, né au fin fond d'un village de haut rang, dans lequel sa famille, sa mère était analphabète, muette et sourde. Tous ses frères étaient tonneliers, qui jouaient au foot comme ça dans des terrains vagues. Il était gardien de foot et il disait qu'il était solitaire et solidaire dans ses cages. C'est lui, en effet, que naît une vocation de l'écriture et finit par gagner le prix Nobel de littérature demain. Pourquoi eux, tu vois? Pourquoi à cet instant, alors que rien ne les prédestinait à la littérature, eh bien, naît dans le cœur une sorte de magie, une étincelle secrète, mystérieuse et étrange, qui tout à coup donne un chemin mystique et qui mène vers l'art, tu vois. Et ce que je trouve fascinant, c'est de se rendre compte comment ça peut naître de n'importe où. On parlait tout à l'heure du système des orchestres, de ces enfants des bidonvilles à qui on donne des violons pour pouvoir avoir une vocation. Certains, bien entendu, essayent d'aller vers la musique parce qu'on leur a donné le violon, etc., mais n'y parviennent pas du tout. Et de temps en temps, ça marche. Et je ne sais pas si vous suivez la vie étonnante ou l'histoire étonnante de cette jeune fille qui en ce moment est partout, sur tous les réseaux sociaux, et il y a même Netflix qui l'a appelée il n'y a pas longtemps pour faire une biographie sur elle, etc. Elle s'appelle Glass Marcano, glace comme le verre, comme glace, hein, et Marcano, qui est une Vénézuélienne, la première chef d'orchestre black, jeune fille, qui se retrouve aujourd'hui à Paris à être applaudie par le monde entier. Et elle, et moi je la connais bien, parce qu'en fait c'est une amie de la famille. Elle est arrivée il y a 6 mois dans un avion humanitaire à Paris, alors qu'elle est fille de maraîcher et de primeur. Elle a passé sa vie à porter des cartons de fruits et de légumes, un père alcoolique, une sorte de connard, une mère qui a 6 filles et qui a essayé comme elle a pu de pouvoir leur donner un boulot et de leur donner comme ça une éducation, etc. Glass Marcano, elle est en plus, comme elle dit elle-même, mala conducta, mauvaise conduite, un peu bagarreuse, un peu belliqueuse, un peu conflictuelle. Et tout à coup, on la pose à 4 ans dans le système des orchestres, on commence à lui donner des cours de solfège, des cours de partition, on commence à comprendre qu'elle est le monde de la musique et elle se révèle avoir dans sa tête une facilité étonnante pour la musique, une mémoire gênante et embarrassante des notes, et elle peut jouer le requiem de Berlioz sans partition en dirigeant chacun des instruments. Dans sa famille, pas une note de musique n'a été entendue, à part le reggaeton à 4 heures du matin de son voisin dans le bidonville de Yaracuy. Et tout à coup, cette jeune fille se retrouve aujourd'hui à jouer du Tchaïkovski et à diriger du Mozart et dans les plus grandes scènes de Paris. Glass Marcano. Comment la musique est née dans le cœur de cette fille et pas dans sa sœur ou dans la voisine? Moi, je trouve ça fascinant, cette injection comme ça, cette ingérence qu'a l'art dans le monde. Fascinant. Vous avez encore envie? C'est la sonnette. Ah, à vous de me dire. Hein.
OK. Nous, on reste ensemble. Et simplement, désolé pour le bruit. Il va y avoir une deuxième dans 5 minutes. C'est vrai? Ouais. Bah, parfait. Bah, écoute, c'est impeccable. Je trouve que cette sonnerie est beaucoup plus belle que celle que moi, je pouvais avoir dans mes lycées. Donc, elle est beaucoup plus douce. On peut tous devenir des artistes. Du coup. Comment? On peut tous devenir des artistes. Exactement, voilà, c'est ça. On peut tous devenir des artistes, mais vraiment, en fait. Et peut-être, en effet, c'est simplement se surprendre de ce qui semble normal pour le reste du monde. Ce truc dans lequel, tout à coup, il me semble que c'est Picasso qui avait cette belle phrase en disant « À 8 ans, on me disait qu'il fallait devenir adulte. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai passé toute ma vie à essayer de redevenir cet enfant de 8 ans. » Tu vois. Et c'est vraiment cette idée de réussir à se surprendre des choses simples et de faire des associations magnifiques d'idées comme seulement les enfants savent les faire, tu sais. Lorsque tout à coup, tu entends l'enfant qui commence à parler et qui fait des associations de choses qu'il a vues hier, qu'il voit aujourd'hui et il les mêle ensemble dans une même phrase et tu dis, ça c'est incroyable, c'est hyper drôle ce que tu es en train de dire. Eh bien, en effet, l'enfant est en train d'avoir une attitude, est en train d'avoir une manifestation artistique en disant ça. Il fait des associations d'idées parce qu'il s'est surpris de choses qui, toi, t'ont semblé tout à fait évidentes, enfin naturelles. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Et j'espère que vous ferez demain des livres, des trucs, etc. Et que je serai, moi, celui qui viendrait vous applaudir sur une scène de théâtre ou dans un concert en disant « Oui, ben, on s'était déjà rencontrés une fois, il y a longtemps. Elle avait quoi? 16 ans. Et aujourd'hui, regardez-moi ça. On dirait comme ça un phénix de feu, c'est lévitant sur la scène. » Quelqu'un d'autre? Une question encore? Vous voulez rebondir? Est-ce que vous avez encore envie de voyager? Absolument, mais là, je pars dans un mois vivre à Berlin. Si je m'installe à Berlin dans un mois. Oui, bah, c'est toujours cette histoire assez classique, tu vois, du virus, quelque part, qui est planté dans ton corps, le virus du voyage, planté dans le corps depuis l'enfance, et qui, alors que tu as combattu ce virus, tu finis par le reproduire sans cesse. Et je me rends compte, en effet, comment je reproduis exactement les mêmes choses qu'ont fait mes parents pour moi. Et moi, j'ai une fille, et là, j'ai une fille il y a 1 an, et en effet, voilà, elle est sans cesse en train de voyager, elle est sans cesse en train de bouger, elle a déjà 3 langues dans sa tête, et elle passera sa vie à bouger. C'est ça, enfin, c'est comme des races de voyageurs, tu vois, tu ne peux pas faire autrement. Et donc, ouais, je pars là, enfin, Héritage a été écrit à Rome, à la Villa Médicis, et on a passé 1 an dans cette petite maison jaune comme ça à Paris. Et là, on part à Berlin pendant 1 an parce que j'ai une résidence d'écriture qui s'appelle le DAAD, D-A-A-D. Et c'est une structure, une institution qui choisit 20 artistes du monde entier de 4 disciplines artistiques différentes, donc filmmakers, plastic arts, littérature et musique. À Rome, vous étiez à la Villa Médicis en résidence aussi? Exactement, c'est une résidence aussi. Donc la Villa Médicis, c'est l'Académie de France à Rome. Ça fait 3 siècles et demi que Rome, bah, tous les ans, choisit 16 artistes français et les invite pendant 1 an à vivre dans la bâtisse de Ferdinand de Médicis, qui est un château magnifique entouré de labyrinthes avec 16 pavillons. Et on vit dans chaque pavillon pendant 1 an en recevant un salaire hallucinant. Et on n'a qu'à faire ça dans notre vie, quoi. Enfin, c'est-à-dire que juste tu t'installes là et tu vis dans la solitude, le silence et l'isolement comme un prince pour pouvoir faire ton art. Et c'est très difficile d'y accéder, d'être accepté. Mais lorsque tu y es, bah, il n'y a rien de plus prestigieux, quoi. Et en fait, tu rentres dans une sorte de famille des Médicis, qui sont ces gens qui ont eu la chance de vivre une année comme ça. Et donc, de manière tout à fait étonnante, j'ai candidaté pour Berlin, et qui est aussi une résidence très prestigieuse. Et en effet, bah, j'ai été accepté, alors que normalement, tu ne peux pas être accepté pour les deux. Donc ça, c'est vraiment très heureux de cette affaire. Et on va partir donc vivre pendant 1 an à Berlin, dans un très bel appart à Charlottenburg qu'on te met à disposition, avec un salaire qu'on te donne, un salaire allemand comme ça. Et tu passes 1 an à écrire un bouquin. Et donc voilà, en effet, allez savoir où est-ce qu'on partira après Berlin.
Et encore une fois, moi, ma femme est danoise, donc il y a l'option d'aller à Copenhague. Et sinon, bueno, ma petite sœur vient d'emménager au Mexique. Elle a décidé de quitter le monde à 30 ans, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de tout quitter à Paris et de partir au Mexique pour étudier la sexologie et de s'installer avec le beau Marco. Donc, en effet, elle me dit, après Berlin, venez au Mexique, vous vous installez ici, et on fait une année mexicaine ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, il y a la possibilité d'autres voyages qui vont venir. Et je trouve que donner à la petite tous ces voyages lui donnera aussi cette tolérance envers le monde. Et ce sera une Européenne ou une femme du monde. Et donc, elle pourra contribuer à son tour vers un monde meilleur qui n'a pas des frontières et des murs qui se lèvent. Super. Et vous parlez combien de langues? Non, mais le français de manière tout à fait approximative, l'espagnol est ma langue maternelle, et le portugais, fatalement, puisque j'ai vécu très longtemps à Lisbonne, et un peu d'italien, parce que finalement, en fait, à force de passer du temps en Italie, ma mère a été en poste à Rome pendant très longtemps, donc finalement, c'est une langue qui ne m'est pas du tout étrangère. J'essaye d'apprendre le danois, parce que du coup, je vis avec une danoise, donc tu peux imaginer… Et voilà, tu es un peu obligé de l'apprendre, c'est ça, pour essayer de comprendre aussi ce que ta femme dit à ta fille, tu vois. Et en effet, comme tout le monde, l'anglais, puisque c'est le… Après, ce n'est pas un anglais qui est très bien développé, mais c'est un anglais qui est ce qu'on appelle le International English, c'est-à-dire c'est l'anglais en fait qui permet de voyager un peu partout dans le monde, de te faire comprendre, d'avoir un dîner, de défendre un argument, de faire 3 blagues, tu vois, et de circuler un peu comme ça avec l'anglais. Donc, ouais, non. Oui, alors non, mais c'est pas une garantie non plus d'intelligence ni rien, en fait. C'est juste une géométrie de la langue, les langues, tu vois. C'est un peu, tu te rends compte un petit peu comment ça se passe. Tu te rends compte aussi qu'il y a des astuces, qu'il y a des ruses, qu'il y a des ponts, qu'il y a des facilités. C'est ça. En fait, c'est en voyageant à travers le monde que vous avez développé ça. Oui, c'est ça, en fait, exactement. Je pense que n'importe qui dans cette classe magnifique, à force de voyager, vous finirez par être les premiers à saisir telle et telle langue, à comprendre que, ah oui, mais dans cette langue, je vois bien qu'il y a ça qui revient, donc ça, c'est à prendre, ça, tu le laisses, ça, tu le recoupes avec ça. Et en fait, une fois que tu es un peu malin, tu commences à comprendre très vite aussi comment sont les systèmes de langue. Encore une fois, c'est de la géométrie. Mais les langues sont ingrates. Et à force de… C'est comme le sport, tu sais. À force de ne pas le faire de manière assidue, tu perds très vite les langues. Donc, moi, pendant un temps, par exemple, je parlais très bien le portugais puisque j'y vivais et même j'ai rappé en portugais, tu vois. Donc, c'était une langue qui était proche de moi. Mais aujourd'hui, j'aurais, je pense, du mal à dépoussiérer la langue parce qu'elle est très rouillée. Ça fait 10 ans que je ne la parle pas. Donc, elle devient très rouillée et elle va se mélanger avec l'italien, puisque fatalement, l'italien est plus frais dans ma tête, puisque je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Donc tu vois, c'est assez ingrat. Et je pense en effet que résultat des courses, à long terme, ça finit par être plus un désavantage, plus un inconvénient qu'un avantage. Ça va finir par me mélanger les langues. Et moi, je vois comment ma mère, aujourd'hui, qui a 72 ans et qui a parlé presque 7 langues dans sa vie, à force de voyager dans le monde entier, aujourd'hui, à part l'espagnol, quand elle parle n'importe lesquelles des autres langues, c'est un bordel pas possible. Alors, quand on parle plusieurs langues, le problème, c'est de rêver dans une langue. Vous rêvez dans quelle langue? Alors, ça dépend du rêve. Parce qu'en effet, j'ai observé pendant très longtemps, le rêve était essentiellement en espagnol, ou aussi le fait de compter. Tu sais, quand tu te mets à compter rapidement, de compter des pièces ou compter de l'argent, enfin, à faire du calcul mental, en général, tu fais un calcul mental dans ta langue maternelle, très rapidement. Non Cependant, j'ai observé par rapport au rêve que ça dépend aussi du rêve. C'est-à-dire que si je rêve de certaines personnes de ma famille avec qui je m'exprime en espagnol, eh bien, ce rêve sera en espagnol. Cependant, si je rêve de madame, eh bien, ce sera sans doute en français parce que notre langue véhiculaire est en français. Je ne l'associe pas du tout avec l'espagnol. Si le rêve est politique, alors je sais qu'il sera en espagnol parce que j'ai une formation beaucoup plus politique en espagnol, alors que si je rêve de littérature ou de monde de l'édition, de publication, ce sera sans doute en français parce que fatalement, c'est en France que j'ai publié et toutes ces choses. Donc, je me rends compte à quel point il peut y avoir une sorte de plasticité cognitive
en fonction des langues et en fonction de l'élément, en fait, du paysage de ton rêve. Mais pareil quand tu jures. Je jure en espagnol essentiellement. Je me suis surpris plusieurs fois à jurer aussi en français. Et c'est là que je me suis rendu compte, je m'embourgeoise. Pourquoi vous avez écrit votre livre en français? Eh bien, tout à fait, c'est la bonne question et c'est plus ou moins pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, comme j'ai été dans des lycées français à l'étranger, à force de bouger, mes parents m'ont mis dans des lycées français à l'étranger, qui sont tout simplement des lycées français comme celui où vous êtes, mais ils sont à l'étranger, donc ils sont sous la tutelle du ministère des Affaires extérieures, du Quai d'Orsay. Et tous les cours sont en français, bien que tu sois à l'étranger. Donc, fatalement, on m'a appris quelque part à penser en français, on m'a appris à écrire en français, on m'a appris à lire en français, on m'a appris la géométrie, les mathématiques, l'histoire, la physique et les cours d'SVT en français. Alors que mon éducation par rapport à, je ne sais pas, la séduction, par rapport à la bagarre, par rapport au sport, par rapport aux langues du cœur, ont été plutôt les langues dans la récré, c'est-à-dire l'espagnol, le portugais, l'italien, etc. Donc, c'était drôle de se rendre compte comment le français est arrivé comme une sorte de langue, une langue d'art, tu vois. Comme la langue qu'on ne retrouve que dans la bouche des professeurs, la langue qu'on voit dans les livres et toutes ces choses. Et ce n'était pas véritablement une langue du quotidien, de tous les jours. Donc, au moment, en effet, de passer d'une idée abstraite, c'est-à-dire d'un personnage, d'un déroulé romanesque, d'une structure narrative, et de la mettre en mots, il a été beaucoup plus simple pour moi de passer, en effet, par les entrelacs du français, plutôt que dans des langues qui avaient été des langues plus orales, plus des langues de rue. Donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, ça a été directement écrit en français, et aussi parce que, eh bien, en arrivant en France, on m'a proposé de l'écrire en français. Et je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de mon arrivée en France, mais alors bon, je me permets de la raconter, mais j'essaierai d'être très rapide, hein, encore une fois, pour ne pas vous ennuyer. Eh bien, moi, je vivais depuis 4 ans au Venezuela en m'occupant de la révolution bolivarienne. Et plus tard, on pourra parler, si vous voulez, enfin, c'est pas moi qui m'en occupais, mais je participais à cet énorme processus révolutionnaire qu'il y a eu au Venezuela avec Hugo Chavez et avec Nicolás Maduro. Et en mars 2013, comme vous le savez peut-être, Hugo Chavez est mort d'un cancer. Donc, moi, j'étais chez moi. Et à l'annonce de la mort brusque et soudaine du président de la République, eh bien, ça a bouleversé absolument tout dans le pays. Il y a eu des obsèques gigantesques. J'ai participé sans doute à l'enterrement le plus étonnant de l'histoire du pays, dans lequel il y a eu une queue qui s'est formée devant le palais présidentiel où on pouvait venir voir la urne, une queue de 2 millions de personnes. Il a fallu 9 jours pour pouvoir attendre que toutes les personnes, une par une, pouvaient entrer dans le palais de Miraflores, poser une main sur la bière, sur l'urne, et ressortir par l'autre côté. Il y avait des militaires autour qui s'assuraient que pas plus de 5 secondes par personne puissent être contemplées, parce que sinon, en effet, ça allait être interminable. Des bus de tout le pays étaient en train d'arriver remplis de gens pour pouvoir participer à cette longue queue. 125 chefs d'État du monde entier ont fait le déplacement pour pouvoir enterrer le président Hugo Chavez. On aime ou on n'aime pas l'histoire de la révolution bolivarienne, ça a été un des trucs les plus étonnants qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai été très impressionné par ces obsèques auxquelles j'ai participé et j'ai, comme tout le monde, tu vois, été à Miraflores et comme tout le monde, j'ai été dans les próceres et dans le jardin de l'Académie militaire. Et en effet, à ce moment-là, j'ai envoyé une nouvelle en France pour un prix littéraire qui s'appelle le prix du jeune écrivain et que je vous invite à candidater. C'est quelque chose qui vous parle. Ça s'appelle le prix du jeune écrivain. C'est sans doute le prix de nouvelles le plus prestigieux des jeunes auteurs. Et si vous avez entre 17 et 27 ans, vous pouvez y participer. Le thème est libre et il s'agit juste d'envoyer une nouvelle. Et en fait, les jeunes écrivains francophones du monde entier envoient cette nouvelle à ce prix pour pouvoir être primés. Et tu reçois en général un mail en disant « Vous êtes parmi les 1000 premiers. Nous avons une table ronde avec différents jurys, un comité de jugement. Chacun va lire la nouvelle et il y aura un système de défrichage où de 1000, vous passez à 800, de 800, vous passez à 500, de 500, vous passez à 300.
Non, de 300, vous passez à 200, 100, nanana, et il n'en restera que 13. En effet, j'ai commencé à recevoir les mails jusqu'au jour où j'ai reçu le mail que j'avais gagné le prix. Et donc, le prix, c'est un billet d'avion depuis là où tu es. Donc, nous, on était 13 destinations différentes. Il y avait 2 Québécoises, il y avait une Libanaise, il y avait une fille de Madagascar, il y avait un garçon de La Réunion, il y avait un Suisse, il y avait une fille qui habitait à Tarbes. Elle, au moins, c'était pas cher, le prix, parce que c'était juste un billet de train, tu vois. Mais en effet, on était 13 de presque 8 pays différents qui, tout à coup, en effet, avaient gagné ce prix. Et on se retrouvait tous le 23 mars 2013 au Salon du Livre pour recevoir ce prix avec, en effet, les éditeurs de Bûcher-Chastel et avec tous les membres de prix et avec, en effet, les présidents du prix du jeune écrivain. Enfin bref, tu vois, dans une sorte de grande soirée protocolaire au Salon du Livre à la porte de Versailles. Quoi qu'il en soit, en gagnant le prix, alors que Chávez était mort début mars, il est mort le 5 mars, je me suis retrouvé, en effet, le 23 mars, à être dans un avion pour faire Caracas, Paris. Je devais y rester une semaine en France et ensuite Paris, Caracas et revenir début avril à Caracas pour continuer ma vie, tu vois. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé le 23 mars 2013, encore bouleversé, tu vois, par la mort de Hugo Chávez, et j'arrive à Roissy. Une voiture vient me chercher, envoyée par le prix du jeune écrivain. On me met du coup dans le taxi, on m'emmène au Salon du Livre, on me pose devant une assemblée de 120 personnes, on me donne un micro et on me dit « Parle !» Je me mets en effet à faire un discours ultra politique, tu vois, dans lequel j'étais encore remué comme ça et agité par les choses que j'avais vues au Venezuela, un truc qui n'avait absolument rien à voir avec la nouvelle que j'avais écrite, tu vois, et le prix que j'avais truc, tu vois, dans un délire énorme. Et dans la salle, il y avait une femme au fond, habillée en noir, qui s'appelle, je le sais aujourd'hui, mais je ne le savais pas à l'époque, bien entendu, Émilie Colombani, qui avait fondé une collection dans la maison d'édition Rivage de littérature française et qui était là en train de chasser des auteurs, qui était là au Salon du Livre en train de flairer, tu vois, des jeunes auteurs. C'est parce qu'elle avait besoin de remplir sa collection de nouvelles plumes. Tout à coup, elle passe par là, elle voit au loin un type qui est en train de parler de révolution. Elle s'arrête, écoute. À la fin, moi, je descends de l'estrade, etc. Et puis, elle s'approche de moi, elle me dit « Oui, bonjour, je m'appelle Émilie Colombani, etc. Est-ce que j'ai pas encore lu votre nouvelle, donc bravo pour votre prix, et j'ai pas encore lu votre nouvelle, je vais la lire avec impatience. Mais cependant, est-ce que vous auriez par hasard un roman dans les tiroirs? Vous savez, dans ce pays, eh bien, la nouvelle, je ne sais pas pourquoi, c'est comme un genre bâtard, alors que le roman est comme le genre noble. Et pour pouvoir entrer dans la cour des grands en France, il faut avoir écrit un premier roman, tu vois, le truc du premier roman en France. Tu vois. Et moi, tout à coup, je lui mens. Je lui dis oui, oui, j'ai un excellent roman dans les tiroirs, alors que je n'avais pas une seule ligne. Elle me dit, est-ce que je peux le lire? Je lui dis, donnez-moi quelques mois pour retravailler la fin, pour retravailler quelques gaucheries, quelques maladresses et redonner à un personnage une épaisseur qui lui manque. Elle me dit, ah bon, bah, très bien, voici ma carte et vous me tiendrez au courant lorsque vous l'aurez fini. Eh bien, j'ai jamais pris cet avion de retour pour le Venezuela. Je devais partir 1er avril et je suis resté en France. J'ai laissé là-bas l'appartement que j'avais, j'ai laissé là-bas ma voiture. J'avais une Mitsubishi MX-94 que j'adorais et que je l'ai laissée là-bas. J'avais une très belle histoire d'amour avec une belle avocate du tribunal suprême de justice qui s'appelait Roxana Jerez et que, bueno, je ne suis pas revenu. Et je me suis enfermé à la Bibliothèque nationale de France. J'ai écrit en un an le premier roman, Le voyage d'Octave. Donc voilà l'affaire. Roxana Jerez était très fâchée. Elle est venue à Paris me le faire savoir. Et le livre a été publié. Et puis ensuite, en effet, ça a créé un effet boule de neige dans lequel tu as ensuite un contrat pour un deuxième roman, puis un troisième roman, etc. Puis après, il y a eu les résidences d'écriture, puis il y a eu Rome et tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve l'un devant l'autre. Donc, en effet, au moment d'avoir cette dame, Émilie Colombani, qui me dit « Est-ce que vous avez un roman dans les tiroirs ?» c'était un peu naturel qu'il fallait l'écrire en français, ce livre, et pas en espagnol. Et le prochain? Et du coup, votre prochain livre? Mon prochain livre, le prochain livre que je suis en train d'écrire, et je décide de quitter un peu l'Amérique latine
Et je vais plutôt écrire une biographie romancée d'un homme appelé Augustin Mouchot, qui est tout simplement le pionnier de l'énergie solaire en France. Il est né à Semur-en-Auxois, en Bourgogne, en 1825. Il est mort en 1912. Et c'est l'homme qui a inventé l'application industrielle de l'énergie solaire. Mais cet homme-là, alors qu'il a été encensé, il a été applaudi, il a été couronné de la Légion d'honneur. Il a eu en 1878 à l'exposition universelle la médaille d'or. Napoléon III l'avait reçu. Il est envoyé en Algérie pour fleurir le désert avec son système d'héliopompes, etc. Il finit par contracter une ophtalmie, devient aveugle à force de regarder le soleil, devient sourd. Plus ou moins à ce moment-là, de l'autre côté de l'Atlantique, on découvre du pétrole et le XXe siècle sera un siècle de pétrole et non pas de soleil. Et cet homme meurt, misérable, seul, dans une petite chaumière du 56 rue d'Anzig, à Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale, complètement oublié. Aujourd'hui, sa tombe n'existe plus. Je me suis dit que ce serait beau de pouvoir exhumer de l'oubli la figure de ce Augustin Mouchot, un homme rigide, froid et sévère, qui pourtant a été fasciné par une seule chose et qui s'est acharné à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, le soleil. Voilà le prochain livre. Donc en effet, je pars à Berlin pour écrire ce bouquin et j'ai bon espoir de pouvoir le publier le plus tard possible. Parce que moins tu publies, mieux tu publies. Moins tu écris, mieux tu écris. Et la maison d'édition a très envie que je publie très vite pour pouvoir surfer sur la vague du petit succès, tu vois, d'héritage. Et moi, je leur dis non, au contraire. Il faut attendre. Un arbre prend du temps pour faire un fruit. Eh bien, ayons la même patience aussi, tu vois, avec les livres. Et ce truc de la course à la publication finit par être mauvaise. Jamais un livre n'a été bien écrit s'il a été fait dans le rush et en essayant de se plier au calendrier de publication. Au contraire, piano, piano, va lontano, petit à petit, lentamente. C'est un beau point d'orgue que vous venez de poser là. On va vous quitter, mais avec regret. Absolument, moi aussi je suis très Et triste. je voulais vraiment vous remercier au nom de tous et au nom aussi du professeur que je suis pour le plaisir de la lecture que vous avez su susciter chez eux. C'est parfois facile avec les écrivains des autres époques. Oui. Ça l'est toujours moins avec les écrivains contemporains. Et vous avez été un grand plaisir de la classe. Et en tout début d'année, alors qu'on ne se connaissait pas, avec tous ces personnages qui constituent cette classe. Et ça a été une belle année scolaire. Ah ouais, quel bonheur, Merci. imagine-toi. Fascinant, merci à vous, vraiment, c'est étonnant. Qui l'aurait cru, non? Et c'est ça la magie de l'art et des livres, c'est qu'au moment où tu es dans la solitude et le silence de ta chambre en train d'écrire ça, et qu'à aucun moment tu ne connais ces regards, ces visages comme ça, ces sourires, et bien tout à coup se rendre compte que 2 ans, 3 ans plus tard, il peut y avoir une sorte de rebond et une rencontre magnifique peut se faire entre gens qui ne se connaissaient pas, tu vois, et par le biais d'un livre. Donc ça, c'est sans doute le plus beau butin de guerre que je tire de ce bouquin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci à vous.